Contempler les premières lueurs du soleil en touchant le ciel est le plus beau des spectacles. Il existe une montagne mythique en Chine qui renouvelle chaque jour cette féerie, le mont Tai. C'est d'ici, depuis cette mer de nuages accrochée aux cimes, que les divinités célestes observent le royaume des vivants. Car le mont Tai est le chemin naturel entre le ciel et la terre, le foyer de toutes les spiritualités. Berceau de la civilisation chinoise, symbole vivant de paix, de stabilité et d'unité territoriale, il a forgé l'identité du pays. Il est un lieu essentiel et enraciné dans le cœur de chaque habitant. Joyau naturel, musée à ciel ouvert et lieu d'inspiration éternelle, découvrir cette montagne, c'est découvrir l'essence même de la Chine. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis passionnée de culture et de langue chinoise depuis mon adolescence et j'ai la chance d'habiter en Chine depuis bientôt 10 ans. Je crée aujourd'hui des contenus musique et culture pour les réseaux sociaux chinois et échange en permanence avec ma communauté de fans. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un lieu emblématique du pays, le mont Tai ou Taishan en chinois. Situé au nord-est de la Chine, le mont Tai se dresse à mi-chemin entre Pékin et Shanghai, au pied de la ville de Tai'an, dans la province du Shandong. Sur ce site singulier, classé par l'UNESCO en 1987 au patrimoine culturel et naturel mondial, le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme se sont déployés pour vivre en harmonie. Du haut de ses 1545 mètres d'altitude, Taishan représente l'un des plus beaux panoramas de Chine et elle est depuis la nuit des temps un lieu de pèlerinage incontournable pour les empereurs et tous les habitants de Chine. Le mont est juste derrière moi, on va le gravir aujourd'hui, c'est parti. Tout commence ici, au pied de la montagne et au cœur de la ville de Tai'an, dans le temple taoïste Daimiao. C'est l'un des 4 plus anciens et plus célèbres édifices de Chine, construit il y a 2000 ans sous la dynastie des Han, en l'honneur du dieu de la montagne. Alors avant de commencer l'excursion du mont Tai, tout le monde fait son vœu. C'est une étape très importante. Donc on a plein de vœux différents. Sao Zhi Tang Nu Pengyo. Donc il veut rapidement trouver sa petite copine. Il y a aussi des gens qui souhaitent le bonheur et la santé pour leurs parents. Donc moi aussi j'ai mes rubans. Je vais pouvoir faire mon vœu à mon tour. Et voilà. Dans le taoïsme, le dieu Taishan représente la divinité liée au ciel. Chaque empereur est son représentant terrestre et tous sont venus ici, au fil des siècles, le célébrer. Une grande peinture de 3 mètres de haut et 62 mètres de long, installée au cœur du temple, représente d'ailleurs sa spectaculaire tournée et ascension de la montagne sacrée. C'est un des rares vestiges de la peinture traditionnelle chinoise. C'est la fameuse peinture traditionnelle Shan Shui. C'est des peintures qui représentent des paysages naturels en général. C'est magnifique. 非常好看.
Ça y est, c'est le début officiel du pèlerinage du Montaï et il est symbolisé par cette arche, la première porte céleste qui date de la dynastie Ming il y a plus de 500 ans. Il va falloir être endurant car il y a plus de 6000 marches qui nous attendent. Chaque année, plus de 8 millions de visiteurs partent à l'assaut du Montaï et de ses 10 km d'escalier. Ils empruntent la succession d'arches historiques, dont celle dédiée à Confucius, l'éminent penseur et philosophe chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Natif de la province, il escalada le Montaï pour réfléchir à la société chinoise alors en pleine tourmente et lui permettre de retrouver harmonie et éthique politique. C'est très émouvant de me dire que je marche sur ces pas en ce moment même. Voici la porte rouge, donc c'est le début de la route impériale. Sous chaque dynastie, les empereurs considéraient l'ascension de cette montagne sacrée comme l'acte suprême qui affirmait leur légitimité et montrait aux dieux du ciel leur capacité à établir un territoire prospère, unifié et en paix. L'empereur Qin Shi Huang, qui initia la Grande Muraille de Chine, fut le premier à gravir le Montaï et célébrer la divinité, juste après avoir unifié le pays en 221 avant Jésus-Christ. Il grava des messages destinés aux dieux du ciel sur des tablettes de pierre et les cacha au sommet de la montagne. Il venait de créer le rituel du Feng Shan. Feng pour cérémonie du ciel et Shan pour cérémonie de la terre. 5 autres empereurs réalisèrent par la suite cette prestigieuse célébration. Le grand empereur Wu de la dynastie Han, en l'an 110 avant Jésus-Christ, institutionnalisa ce rite. Il escalada 8 fois le Montaï et célébra 7 cérémonies. Entre 618 et 907, sous la dynastie Tang, l'empereur Gaozong fut celui qui effectua le plus de fois le Feng Shan. Puis, en 696, sa femme Wu Zetian, seule impératrice à avoir occupé le trône de Chine, sera l'unique femme à réaliser le rituel, mais hors du Montaï. 30 ans plus tard, l'empereur Xuanzong grave son texte sacré à même la montagne, le rendant pour la première fois public. Après la cérémonie de l'empereur Zhenzong, issu de la prospère dynastie Song, le rite s'arrêtera brusquement. Les préceptes et les poèmes gravés sur la roche et les stèles, qui parsèment le Montaï, sont toujours là pour témoigner de ces passages impériaux. La diversité des caractères illustre l'évolution de l'écriture chinoise et de son unification par l'empereur Qixing Huang et son chancelier Li Si en 219 avant Jésus-Christ. Le Montaï est un véritable musée à ciel ouvert de la calligraphie. Comme le montre l'impressionnante inscription du Pic de la Vue Grandiose, rédigée par l'empereur Huanzong sous la dynastie Tang en l'an 725 pour sa cérémonie du Feng Shan. Avec la gravure sur pierre, une autre discipline est née, l'estampage. Bonjour. Ni hao. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites? je suis en train de faire de l'estampage. L'estampage, c'est un art ancien unique et typique de la culture chinoise. Cela a été créé il y a environ 2000 ans. Et dès l'invention du papier en Chine, on a fait de l'estampage. C'est comme le tout premier ancêtre de nos photocopieuses actuelles. Ah, je peux vous aider aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Vous avez énormément d'outils. Ça a l'air d'être une brosse très ancienne.
Tout à fait. C'est mon vieux maître qui me l'a transmise. Et je l'utilise depuis ce jour. Cela fait plus de 50 ans. 50 ans. Maintenant que cette brosse est entre mes mains, l'esprit de mon maître m'aide à transmettre cet art raffiné de la culture chinoise. Sur ce site de démonstration, Cheng Jiaming a choisi d'estamper 2 beaux caractères, Shou Zhe, qui signifie longévité et connaissance. Donc là, tu ouvres. Tu ouvres. Il faut d'abord apposer du papier xuan, utilisé pour la calligraphie et la peinture traditionnelle, qui est composé de pulpe de bambou ou d'écorce de mûrier. On fixe la feuille à la gravure sur pierre en tapant. Tu veux essayer? Ok, avec plaisir. C'est bien comme ça? Ça va. J'ai fait des petites pliures là. Oui, tu vois, il faut taper jusqu'à avoir ce résultat. Pour une Française qui essaie de l'estampage chinois pour la première fois, tu t'en sors très joliment. Merci beaucoup. Maintenant que la feuille a bien séché, on peut appliquer la couleur. Il faut d'abord bien égaliser le mélange de l'encre. Ensuite, tu vois, avec ce petit sachet rond, on tamponne petit à petit. Essaye un peu en partant du côté là. Ok. Je commence ici. Trop forte, c'est bien. C'est joli? Ouais. C'est vraiment très bien et uniforme. Allez, continue. C'est magnifique. On voit tous les détails de la pierre naturelle. Regarde, après avoir tamponné, ça ressemble aux nuages irisés par le coucher de soleil. Ça va, tu n'as pas les doigts trop fatigués? C'est vrai, j'ai mal aux doigts. Mine de rien, il faut quand même un minimum de pression. Vous pouvez estamper combien de temps comme ça? Je peux estamper toute une journée. Je suis déjà fatiguée au bout de 15 minutes. Regarde, j'ai le doigt un peu déformé. Et ces deux-là, je ne peux même plus les tendre. Bon, allez, viens, on termine ce bout-là ensemble. Et voilà. Maintenant qu'on est debout, on voit bien que toutes les veines naturelles de la pierre ont formé une très belle pièce. On a fait de la beauté avec la nature. C'est assez magique, oui. J'aime beaucoup cette idée d'imprimer la nature et donc de la rendre une œuvre d'art à part entière, en fait. Les empreintes réalisées depuis plus de 35 ans par le grand maître Cheng Jiaming sont des supports vivants de la culture du Montaï. Si aujourd'hui on n'estampe plus les inscriptions de la montagne afin de les protéger, en 1992, notre artiste a pu y réaliser la plus grande empreinte au monde, celle du fameux Sutra de diamant, un célèbre texte bouddhiste de 1000 caractères s'étalant sur plus de 2000 mètres carrés et gravé il y a 1400 ans. L'estampage est aussi un moyen de collecter et conserver les inscriptions fixées dans la roche au fil des siècles. C'est l'une des passions de Yuan Mingying, spécialiste de l'histoire et de la culture du Montaï. Ça devrait nous prendre un peu plus de 20 minutes pour atteindre le pied de la falaise. Attention, comme il vient de pleuvoir, il faut garder le poids vers le bas. Attendez, je vous pousse un peu. Voilà. Doucement. Il faut en avoir un peu dans le ventre. Il faut oser et pas avoir peur de se fatiguer. Sinon, on ne peut pas y arriver. Il y a plus de 6000 rochers gravés à Taishan, plus de 3000 dans la montagne principale. En haut,
En bas, devant, derrière, je suis allé marcher dans chaque recoin du montagne. Il y a 27 ans, Yuan Mingying a commencé à arpenter le moindre recoin du montagne pour dénicher toutes les inscriptions possibles et prendre leurs empreintes. Il a réussi l'exploit de rassembler 6368 textes gravés et en a fait un recueil de 10 livres intitulé « Les pierres du montagne ». Le temps n'attend pas les hommes. L'âge n'épargne personne. On doit faire la course contre le temps et se dépêcher de sauver ses trésors. Tenez l'échelle. Allez-y. Montez le pied. Là. Voilà, c'est ça. Je suis né et j'ai grandi au pied du montagne. Si je ne le fais pas, qui le fera? Si je ne fais pas ça, au fil du temps, beaucoup de gravures vont disparaître à cause de la pluie et du vent. Il faut sauver, il faut consigner. Il n'y a que comme ça que nous serons dignes de Taishan et dignes de ceux qui viendront après nous faire des recherches sur la culture du montagne. Bien avant Yuan Mingying, un Français, éminent sinologue, Édouard Chavannes, s'est intéressé de près aux montagnes et à son rôle sacré. Il a gravi la montagne à 2 reprises, en 1891 et 1907, a réalisé ses propres estampages et en a tiré un ouvrage monumental en 1919 intitulé « Le Taishan », qui fait toujours référence aujourd'hui. Le vert est la couleur dominante de ce site majestueux. Omniprésente, la forêt recouvre 96% du montagne. Cette vaste réserve naturelle recèle plus de 1600 espèces végétales, comme ce pin de bienvenue qui symbolise la longévité et la persévérance. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 20 et les années 40, des guerres ont dévasté le montagne et en ont fait une montagne pelée. Il ne restait que 2% de végétation. C'est un énorme projet de reforestation entrepris entre les années 50 et 60 qui a permis aux montagnes de retrouver sa splendeur verdoyante. Aujourd'hui, la nature est protégée par des personnes comme Chen Wenxin et son équipe qui la parcourent au quotidien pour s'assurer de sa belle vitalité. Oh là, tu vois. C'en est plein, regardez. Il y en a une trentaine. Peut-être bien une cinquantaine. Regarde celui-ci, il a l'air bien vigoureux. Bonjour, vous travaillez ici? Je suis curieuse, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train d'étudier un insecte très nuisible, une chenille venimeuse de papillons de nuit qui s'attaque au feuillage et aux bourgeons. Et nous étudions également les tétraniques. C'est un nuisible minuscule qui aspire la sève des feuilles du cyprès. Les cyprès sont très importants sur le mont Shan. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la nature, des arbres ici? La majeure partie de la forêt que nous voyons aujourd'hui a été plantée par l'homme entre les années 1948 et 1961. Mais l'arbre qui se trouve juste derrière vous est très particulier. Il a été planté sous Jinshi, alors préfet de Tai'an en 1796, sous la dynastie des Qing. On voit que celui-ci a de l'âge avec les volutes qu'il a sur l'écorce. Ils ont des sortes d'arabesques qui se créent sur le tronc, c'est assez beau. Les premiers arbres ici ont été plantés à partir de l'an 110 avant notre ère, pendant le règne de l'empereur Han Wudi, sous la dynastie des Han. Il a planté plus de 1000 arbres dans le temple d'Ai. Celui qui porte le numéro 1 est le plus ancien de tous. On l'appelle aussi le cyprès en couple. Et il a bien 2100 ans.
C'est assez émouvant de voir qu'on a quand même des arbres qui ont une grande histoire. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Est-ce que c'est une vocation pour vous de protéger la nature ici? Cela fait déjà 28 ans que je travaille ici, au mont Taishan. Et je dois dire que ma plus grande joie, c'est de frayer mon chemin dans la forêt et de respirer à l'unisson avec elle. Oui, c'est vrai que ça doit être assez magique de pouvoir travailler au quotidien dans cette forêt emblématique et qui a tant d'histoire. Quelle espèce vous préférez? Est-ce que vous avez un arbre préféré, une valeur sentimentale particulière avec quelque chose dans cette forêt? Mon arbre préféré, à Taishan, c'est le cyprès justement. Parce que d'une part, dans la culture chinoise, il est le symbole de la longévité et de l'épanouissement dans le temps. D'autre part, c'est un arbre très résistant. Même si le sol est pauvre, il continuera à survivre, avec courage. Quand il ne chouchoute pas les cyprès, Shen et son équipe s'enfoncent régulièrement hors des sentiers battus, dans les profondeurs de la forêt. Ici, ça glisse. Allez-y doucement. Ils sont à la recherche d'un arbre singulier, le sorbier des oiseaux, qui appartient à la famille des rosacées. Oh là, c'est vraiment pas facile par ici. Je vais mesurer le taux de chlorophylle. 59,29. 17,3. Là, ça fait 20,2. Le sorbier est vraiment en fleurs. C'était pas le cas la dernière fois, mais il a fait si chaud d'un coup. Ce sorbier sauvage vit caché à plus de 1400 mètres d'altitude. La différence avec le sorbier ordinaire se trouve à la base des petites feuilles, où une deuxième paire de petites feuilles apparaissent. C'est sa marque distinctive, et cela détermine aussi la direction que prend sa croissance. La survie de ce sorbier sauvage ne tient qu'à un fil. Ses graines ne peuvent germer d'elles-mêmes après être tombées au sol. Aussi, pour assurer la pérennité de cet arbre, Shen Weixin a entrepris de le cultiver artificiellement. Et pour cela, il doit prélever et ramener ses fruits. Cette année, sa production est vraiment abondante. Les années précédentes ont vraiment peu donné. Après des années de recherche et d'essais scientifiques, Shen Weixin et son équipe ont enfin réussi à faire germer et pousser 68 semis de sorbier sauvage. C'est inespéré. Regardez, ils ont à peine 1 an et sont grands comme ça. On espère qu'ils se développeront encore plus. Il y a de la musique là, on dirait. Je vais aller voir ce que c'est. C'est magnifique, c'est un joueur de gouttier. C'est magnifique. Bonjour, Ni hao. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est cet instrument, le gutine. C'est un instrument chinois particulièrement ancien, qui a plus de 3000 ans d'histoire. Son raffinement provient de ses qualités spirituelles. Son esprit met en valeur la beauté humaine, fait l'éloge de la nature, de la vie, d'un style doux sans chaos.
Il y a 3 tonalités particulières. Écoute, cette tonalité correspond au ciel. Le son terrestre est exprimé par cette note principalement. Ça ressemble à la terre. C'est large et ample. Donc là, c'est plutôt grave, ça représente le sol, la terre. Maintenant qu'on a le ciel et la terre, quelle tonalité nous faut-il encore d'après toi? La 3e couleur, donc c'est les gens, l'humanité peut-être? Oui, le ciel, la terre et les humains sont en harmonie. Car en harmonie, on atteint la vertu. C'est cet état d'esprit. L'humanité, on l'exprime avec les vibratos. Est-ce que cet instrument est très lié avec la culture du Montaï? D'après la tradition, la légende de Gaoshan Liushi raconte que Boya, en visite à Taishan, a été surpris par un orage soudain. Et ce qu'on raconte, c'est que Boya a sorti son guqin favori, comme ce long modèle que l'on voit ici. Et il s'est mis à jouer. Zichi, qui justement se trouvait au même endroit pour s'abriter de la pluie, s'est assis à côté pour l'écouter. Comme moi. C'est envoyé. Zichi pouvait ressentir totalement les sentiments profonds de cette musique. Boya en fut très ému. C'est la légende de Gaoshan Liushi. Ok. Un célèbre air de Guqin intitulé Gaoshan Liushi relate cette histoire d'amitié. Et ces 4 caractères ont été gravés il y a 450 ans pour immortaliser cette rencontre. C'est vrai que c'est un lieu assez grandiose, assez impressionnant, qui est très inspirant. Est-ce qu'on peut essayer de jouer un petit morceau ensemble aujourd'hui? Bien sûr. Je peux t'apprendre un morceau sur les adieux, justement. Ah, ok. 清河铁当船，渭潮多雨一天晨。歌声轻轻流洒心。 春之更尽一杯酒，西出阳关无故人。 Les paysages du Montaï ont toujours été une source d'inspiration pour les artistes chinois. Côté musique, Liu Ming, notre joueur de guqin, célèbre sa splendeur en créant de nouvelles compositions avec ses amis chanteurs. Nous avons les sons du sol et de la nature. On pourrait lui donner vie. Oui, le rajeunir. C'est incroyable que le guqin puisse produire le rythme du rock. Le Montaï est issu d'un passé lointain, comme notre musique. Elle est le résultat de la collision entre l'ancien et le moderne. Là, on s'arrête. Vient ensuite le tambour. Et le Montaï inspire aussi bien de la musique rock que du chant lyrique. La montagne a également inspiré de grands poètes et écrivains qui ont immortalisé leurs vers sur les stèles. Les sculpteurs contemporains, eux, transforment la pierre en œuvre d'art et perpétuent à leur façon la tradition des gravures. Le mont a
ancré une autre forme d'art, populaire et ancestrale, le théâtre d'ombre chinoise de Taishan. Inscrit au patrimoine culturel et immatériel mondial depuis 2011. Maître Fang Zhengan est le grand héritier de cette discipline, présente depuis plus de 600 ans au pied du Montaï. Cela fait 70 ans qu'il exerce. Il crée toutes ses marionnettes de A à Z. Bon, je vais prendre celui-là. Combien coûte-t-il? Ça fait 20 yuan. Vous avez l'air d'avoir à peine 60 ans. Oh, je suis heureux de l'apprendre. J'ai 80. Vous avez déjà 80 ans? Vous faites plus jeune. Mes anciens maîtres m'ont fixé une règle. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Qu'est-ce que j'appelle façonner avec mon cœur? C'est que chaque coup de ciseau, je le donne avec le plus profond respect. Nombreux de ces personnages sont inspirés de la montagne. L'un d'eux s'appelle même Montaï Shugandang, un héros sympathique et très doué pour les arts martiaux. Le dieu du Montaï et la déesse Bixia Yuanjun ne sont jamais loin. Shingandang vient au Montaï. Allez, dis ça. Plus fort, allez. La relève est prête avec son petit-fils, à qui il transmet les secrets du métier. Le Montaï sera en paix. Et les secrets, il les connaît tous. Car si habituellement le spectacle nécessite 8 à 9 personnes, Fang Zhengan est le seul maître à bord dans son théâtre. Son souhait le plus cher, que le théâtre d'ombre reste encore longtemps un art bien vivant sur le Montaï. Donc là, je suis sur la partie la plus raide de la route des 18 lacets. Donc c'est la route qu'empruntaient les empereurs pour arriver au sommet. Donc c'est vraiment éprouvant, mais il faut le mériter, ce Montaï. Ces 400 mètres de dénivelé jusqu'à la porte céleste du Sud sont les plus intenses de l'ascension. Ils sont aussi appelés échelle du ciel et relient symboliquement le monde humain de la ville au royaume des dieux. On brûle des calories au Montaï. Pour aider les randonneurs à venir à bout de cette marche éprouvante, les responsables du tourisme ont récemment développé une aide robotisée combinée avec l'intelligence artificielle. Elle permet d'alléger l'effort des jambes pendant l'ascension. C'est dingue parce que depuis le début de mon ascension, je vois énormément de porteurs qui ont l'air d'avoir des charges extrêmement lourdes. Mais ils sont essentiels ici puisque, en fait, il n'y a pas d'autre façon de monter les marchandises. Je me dis que déjà que je suis fatiguée sans rien porter, mais c'est juste impressionnant. À 4h30 du matin, sur les pentes du Montaï, les porteurs ont déjà commencé leur journée de labeur. Lu Shangxiang entame sa première montée des 18 lacets avec 55 kilos de marchandises sur les épaules.
De la porte céleste du milieu à la porte céleste du sud, les porteurs doivent affronter 3200 marches. En un trajet, on ne peut porter que 50 kilos. On porte le plus qu'on peut et on avance pas à pas. 45 minutes plus tard, à pas lents, Lou atteint son premier point de livraison. Voilà les nouilles, je les mets où? Chaque échoppe redoute une pénurie de produits à vendre pour satisfaire les touristes du jour qui affluent toujours plus nombreux. Lou et ses confrères portent quotidiennement ces fardeaux à travers le flot des marcheurs pour quelques centaines de yuan par jour. La brume et la foule se sont épaissies. La deuxième livraison de Lou s'avère difficile. Il doit se contorsionner et se ranger sur une petite portion du chemin pour avancer. Une gymnastique à la fois épuisante et dangereuse. Si on tombe, faut pas stresser. Si les produits tombent, faut pas paniquer. Par contre, il ne faut pas bousculer les touristes. Ils sont en vacances, ils viennent pour prendre du bon temps. Tu dois être fatigué. Je suis jamais fatigué de porter. Tiens, prends un peu d'eau. Pas la peine, je bois pas, je m'en vais. Une simple planche en bois et une serviette, voilà tout le matériel de ces porteurs depuis la nuit des temps. Leur persévérance et leur incroyable endurance physique font tout le reste. Les paresseux, ils crèvent de froid. Les gloutons, ils n'ont plus rien à manger. Faut peiner au travail. On peut faire des pauses, mais pas fumer ou boire de l'alcool. On ne peut pas se permettre ces mauvaises habitudes. Il faut se maîtriser de toutes ses forces, baisser la tête et avancer. Depuis quelques années, des prototypes de chiens robots sont testés pour collecter et porter notamment les sacs de déchets, toujours plus nombreux sur le site touristique. Pouvant charger des paquets de 20 à 40 kilos et évoluer sur des terrains complexes, ils pourraient à l'avenir soulager les porteurs sur la section abrupte des 18 lacets et favoriser ainsi la protection de ce patrimoine culturel et écologique. Quoi qu'il en soit, les porteurs restent indissociables du Montaï. Les livres, les peintures et les sculptures célébreront toujours ces grimpeurs emblématiques. Ça va, c'est pas trop lourd? Si, c'est lourd. Ça serait plus facile sans porter ça. Ça fait 50 kilos. 50 kilos? Oui, je les porte jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Donc tous les jours, vous faites ce chemin? Chaque jour, je fais 2 fois l'aller-retour. Et je le fais tous les jours. Oh mon Dieu, depuis combien de temps? J'ai commencé en 2004, donc 20 ans. Ça fait 20 ans! C'est impressionnant de se dire qu'il y a des gens qui font ça toute la journée. Faut être en forme, sinon je pourrais pas faire ça. Wow. Comment vous vous appelez? Mon nom est Wang. Appelez-moi Maître Wang. Wang Shifu. Est-ce que je peux essayer de porter vos charges dans l'escalier? D'accord. Okay. Allez, sur l'épaule. Je le passe à ton épaule. Plus en avant. Vers l'avant, vers l'avant. Encore en avant. Ok. Oh mon Dieu. Je vais le faire. C'est tellement lourd. Penche. Dévie. Ça, c'est du sport, ça. Regarde bien où tu marches. Ah oui, il faut pas cogner l'escalier. Il faut pas cogner l'escalier. 50 kilos. C'est bon. 50 kilos sur la montagne. Donc en fait, vous portez tout sur une seule épaule tout le temps? Une épaule, puis l'autre. Ah, d'accord. Donc en fait, Quand celle-ci fait mal, on passe à l'autre. d'accord. Donc en fait, vous changez pour vous reposer. Oui. Tiens, Tu peux ouvrir un peu plus. Il faut que ce soit un peu plus haut à l'avant. Oh. Wow. En fait, on a l'impression qu'on va tomber à la renverse.
Merci. Merci. Merci, monsieur Wang. Merci. Tu es incroyable. C'est eux qui sont incroyables, en fait. La dame, elle me dit, je suis incroyable, mais c'est eux qui sont incroyables. Ni很棒啊, Wang Shifu. Merci beaucoup, Wang, de m'avoir fait essayer d'être un porteur d'un jour. Et on se retrouve au temple Bixiatsu. D'accord. Ok. Lihai. OK. Allez. J'y vais. Allez, on continue. La porte céleste du Sud apparaît. À 1460 mètres d'altitude, elle marque l'entrée sur le plateau supérieur du Taishan. On pensait qu'on était à peu près au sommet, mais des marches ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, on a encore une pente raide à monter, donc on va continuer le sport. Une, deux. On est bientôt en haut. Ah, c'est magnifique. On a monté en pic à 60 degrés, je pense, là. La rue du ciel permet d'arpenter le vaste sommet et mène notamment au temple de Bixia Wanjun. Aussi appelée princesse des nuages azurés, elle est la légendaire fille du dieu du montail. Les moines taoïstes, venus chercher l'harmonie avec l'univers pour atteindre l'élévation spirituelle, prient Bixia Wanjun 3 fois par jour. Également déesse de la fertilité, les femmes chinoises viennent l'implorer. Ça y est, on gravit les dernières marches pour arriver au sommet du montagne. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, je touche le ciel. Et on arrive au pavillon de l'empereur de Jade. On est à 1545 mètres d'altitude ici. Divinité suprême dans le taoïsme, l'empereur de Jade, pur et éternel comme la précieuse pierre dont il porte le nom, régit les autres dieux et règne sur les affaires célestes, tel le dieu Zeus sur l'Olympe. Dans certaines régions, on prétend même qu'il descend parfois sur Terre pour faire une tournée d'inspection vers la fin de l'année chinoise. Bonjour, vous avez des cadenas ici? Ok, je vais en prendre un. Écrivez votre prénom, s'il vous plaît. Ok, donc je dois écrire mon prénom. Je vais écrire mon prénom chinois. Voilà. Regardez, j'ai gravé votre nom, ainsi que les vœux de paix et de santé pour toute votre famille et la date du jour de l'ascension. Après ça, vous pouvez verrouiller le cadenas et jeter la clé dans la montagne. Cela signifie que vous verrouillez le bonheur et la santé éternelle sur le Taishan.
Et voilà, paix et santé pour ma famille. Le célèbre maître des ombres chinoises, Fan Zhengan, s'est installé le temps d'une soirée au sommet de la montagne. Et voilà, je vais apporter les instruments sur scène. Voir ce petit papy jouer tous ses instruments tout seul, j'ai versé ma petite larme tout à l'heure parce que je trouvais ça hyper émouvant en fait. Merci, merci. Vous allez faire un spectacle d'ombre chinoise ici? C'est moi qui les ai faites et peintes. C'est magnifique! Vous faites ça vous-même, c'est incroyable. Ah. Oh waouh! Et puis il y a encore ce personnage. Hey, je m'appelle Maître Anjan. Ah, vous avez une voix incroyable. Ça, c'est un démon, ça. Waouh! C'est incroyable. Là, tu vas pouvoir essayer un peu. Comment est-ce qu'on utilise une marionnette? Est-ce que c'est comme quand on mange avec des baguettes? Non, ce n'est pas pareil. Les baguettes, pour manger, on les tient comme ça, pour pincer des choses. Moi, je tiens comme ça. Regarde. Ok. Ah. La main droite fait avancer par la tête. Et la main droite, c'est aussi pour les pirouettes, les roues. C'est hyper difficile parce que les baguettes s'entrecroisent et donc en fait il faut trouver par où les prendre, par où les monter, les descendre. Ah oui, c'est comme ça la logique. L'important, c'est la coordination. Je lui commande de marcher et il marche. Il faut de la coordination des deux mains là. Ah ça y est, on se bat avec Monsieur Fan. Tu peux t'asseoir ici pour essayer. C'est un peu mignon là ce que je fais. C'est pas rien, donc bravo Monsieur Fan. On s'amuse bien. Ouais. La nuit tombe. Les visiteurs déjà arrivés profitent du spectacle de Fan Zhengan sur le sommet. Un grand nombre de marcheurs est en pleine ascension nocturne de la route impériale. Hé, ma sœur, t'es déjà montée au moins 300 fois, toi, non? Ah, c'est la 285e fois. Mais de nuit, au moins 100 fois. Ah oui, au moins. Il s'agit d'arriver à temps sur le sommet pour profiter du grand spectacle naturel que promet le Montaï. Ça y est, je suis installée pour le moment tant attendu du lever de soleil à Taishan. On dirait un tableau, on dirait une estampe, c'est incroyable. On comprend pourquoi c'est une montagne sacrée. C'est vraiment à couper le souffle.
venant illuminer le sommet de notre montagne sacrée, le soleil paraît créer l'unité du ciel et de la terre. Et les divinités semblent saluer les randonneurs, récompensés par ce spectacle magique. Chaque aurore rappelle ce proverbe cher aux habitants du pays. Si le montagne est stable, alors tout le pays l'est aussi. Le Montail a été encore plus grandiose que tout ce que je m'imaginais. J'ai adoré faire la rencontre de ces personnes inspirantes, passionnantes qui font vivre le Montail, ces porteurs, ces artistes, ces gardes forestiers. J'ai été saisie aussi par l'esprit artistique et spirituel de ce lieu sacré où des dizaines d'empereurs sont venus faire des pèlerinages à travers des millénaires. J'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion un jour de venir gravir le Montail et ainsi de ressentir toute la beauté de la culture ancestrale chinoise.